Le journaliste australien d'investigation John Pilger, multiprimé, qui est l'auteur d'une 60aine de documentaires dont on disait qu'en Angleterre, il faisait plus d'audience que les matchs de foot, a déclaré que l'affaire Assange était l'affaire de presse la plus importante de notre génération. Il n'est pas le seul à le dire, d'une façon ou d'une autre, de dire la même chose. Et pourtant, la presse institutionnelle, c'est comme ça que je traduis mainstream, hein, l'expression, la presse institutionnelle, traite cette affaire comme un simple fait divers. Le nom d'Assange apparaît de temps en temps tel le monstre de Loch Ness, fait son apparition dans les médias, disparaît aussitôt, réapparaît, disparaît. C'est une affaire qu'on a tendance à oublier et c'est probablement un des objectifs de ces médias-là. Ce qui me fait dire, et j'ai l'habitude de le répéter en guise d'introduction, si vous n'avez pas suivi l'affaire Assange de près, et quand je dis de près, ça veut dire l'oreille collée au sol, jusqu'à, comme disent les latinos, écouter l'herbe pousser, tout ce que vous savez, vous croyez savoir sur l'affaire Assange, toutes les images que vous avez dans la tête, toutes les impressions que vous avez, sont probablement faux. Cette affaire a été marquée d'anomalies de bout en bout, de violations de toutes les procédures connues. Et parmi les premières anomalies qu'on pourrait signaler dans cette affaire, vous l'avez devant vous, devant ce micro, en train de vous parler. Qu'est-ce que fout un informaticien à la retraite en train de défendre le journaliste le plus primé du XXIe siècle? Où sont les autres? Où sont les autres journalistes? Où sont les intellectuels? Où sont ceux qui sont censés être là à ma place? Parce que moi, après tout, j'ai rien revendiqué, je me suis simplement introduit dans une pièce vide. J'ai fait « il y a quelqu'un », et 5 ans plus tard, je me retrouve à la Sorbonne, assez fier d'y être, et assez content d'y être, mais j'aurais aimé que ce soit en d'autres circonstances. C'est la première anomalie. Alors, avant, je faisais des conférences au début, balbutiant, en faisant un PowerPoint, diaporama, très professionnel, parce que ça, c'est le genre de choses que je sais faire, j'étais consultant. Au bout de quelques séances, ça m'a vaguement gonflé, et j'avais l'impression de vendre un produit. Et je ne suis pas ici pour vendre un produit. Je suis ici pour vous raconter une histoire. Alors, pour raconter une histoire, les écrivains disent qu'il faut savoir choisir le début. C'est tout l'art de raconter une histoire. Alors, celle-ci va commencer le 11 septembre 2001, la fameuse journée où les attentats à New York, les avions dans les tours, etc. En réalité, ce n'est pas tellement les attentats à ce jour-là qui vont nous intéresser, mais les conséquences. Alors, des conséquences, il y en a eu beaucoup, mais il y en a 4 ici qui vont nous intéresser directement pour le sujet qui nous concerne. Énonçons-les, pas forcément dans l'ordre d'importance. Conséquence numéro 1, ou effet, appelez ça comme vous voulez, une explosion des services de renseignement ou de sécurité. Services de sécurité au sens large, armée, police, services de renseignement. Une explosion en termes d'êtres humains, de nombre d'employés, et aussi en termes de prérogatives, de droits qu'on leur a accordés au nom de la lutte contre le terrorisme. Je n'ai pas de chiffres pour la France, mais aux États-Unis, paraît-il qu'ils sont 8 millions à travailler pour la sécurité, 1,5 million de personnes qui ont l'habilitation secret défense. Vous imaginez que ce n'est plus des services de renseignement, mais une industrie. Avec de tels chiffres, c'est une industrie. Deuxième phénomène qui va nous intéresser, c'est la prétention de plus en plus forte des pouvoirs à exercer dans l'obscurité. C'est-à-dire que le pouvoir, le secret du pouvoir devient la règle et non plus l'exception. Toujours au nom de la lutte contre le terrorisme. La transparence disparaît peu à peu et on a vu les effets jusqu'en France où un président se réunissait dans un conseil de guerre tous les mardis pour lutter contre un virus. Ce n'est pas un reproche direct que je fais au président de la République française, c'est un constat que désormais le pouvoir revendique le droit de s'exercer dans le secret et nous, public, nous avons droit qu'au communiqué relations publiques et de voir le résultat et jamais de voir le processus ou de ce qui se passe réellement. C'est une revendication de plus en plus forte. On a même vu en France l'adoption de la loi sur le secret des affaires
qui n'est pas forcément une bonne nouvelle du point de vue de la démocratie. Troisième effet, l'impunité. On dirait quand même qu'il est de plus en plus difficile de faire rendre des comptes à des responsables politiques. Moi, j'ai l'âge de me souvenir où un ministre pouvait démissionner parce qu'il avait oublié de payer son ticket de parking. Aujourd'hui, on se demande ce qu'il faut pour pousser un responsable politique dehors. Même si on retournait aux attentats du 11 septembre 2001 et que vous soyez adepte des théories du complot ou que vous croyez à la version officielle, force est de constater que la plus grande faillite de sécurité aux États-Unis n'a donné lieu à aucun limogeage, aucune punition, aucune sanction. Au contraire, il y a même des gens qui ont été promus. Quatrième phénomène, qui va un petit peu englober et autoriser et permettre les trois qui précèdent. C'est un phénomène qui recevra carrément un nom pour ceux qui se souviennent. On appellera ça le « embedded journalism » en anglais. En français, on traduira ça par le journalisme embarqué. En gros, au lendemain des attentats du 11 septembre 2001, la presse institutionnelle, notamment l'internationale, ne faisait même plus semblant de faire un travail objectif. Elle a pris fait et cause pour les guerres, fait et cause pour les propagandes de guerre, relayé la propagande de guerre. On se souvient des images de ces journalistes avec des casques, des gilets pare-balles qui posaient devant les chars d'assaut américains, les pouces en l'air comme ça, tout heureux de se faire photographier. La guerre devenait un show et n'était plus un sujet d'information. On se souvient des campagnes où on racontait que les talibans avaient littéralement des bases souterraines dans les montagnes avec quasiment des rampes de lance-missiles. On se souvient qu'on racontait que l'Irak avait la 4e armée du monde, forcément, elle ne pouvait pas être plus haut que ça. Il y avait la Chine, la Russie et les États-Unis avant. On nous a raconté que le Omar, c'était son nom, et Ben Laden s'était enfui de je ne sais quelle ville entourée par l'armée américaine, s'était enfui en mobilette à travers le désert irakien, etc., etc. Hein? Oussama Ben Laden, puis il y avait l'Omar, je me souviens plus de son nom. Bref. Vous voyez ce que je veux dire. À tel point, plutôt si vous croyez que j'exagère sur ce plan-là, j'invite simplement à réfléchir à la chose suivante. Quand est-ce que vous avez vu, entendu ou lu, en 20 ans, ne serait-ce qu'une seule fois, un opposant de la guerre, de l'occupation de son pays, un opposant irakien de l'occupation de son pays s'exprimer dans un grand média français ou même international? Jamais. C'est pour vous dire si le pli a été pris, et je crois que ça ne s'est pas amélioré depuis. Voilà pour un contexte. Ce contexte, on va le mettre de côté pour l'instant, le garder à l'esprit. Et on va maintenant se transposer à l'autre bout de la planète, en Australie, où un jeune blondinet, Julian Assange, pas de suspense, montrera très tôt des capacités informatiques. Ce sera même un surdoué, en fait. Très tôt, il se spécialisera dans la pénétration de systèmes informatiques, ce qu'on appelle le piratage, avant même que l'Internet existe d'ailleurs. Alors il faisait ça pour le sport, un peu comme un alpiniste grimpe une montagne parce que la montagne est là. Julian Assange rentrait dans les systèmes parce que les systèmes étaient là. Il disait dans une de ses livres que c'était un peu pour lui comme se tenir au milieu d'une cathédrale tout seul la nuit, cette sensation d'être là où il ne fallait pas être. Il ne cassait rien, d'ailleurs, on disait qu'il réparait souvent des anomalies qu'il trouvait sur place, parce que c'était un génie de l'informatique, et parfois il laissait des petits mots en disant, s'il vous plaît, n'appelez pas la police. Mais bon, on a quand même appelé la police, il s'est fait taper sur les mains. Plus tard, il aidera la police australienne à démanteler des réseaux de pédophiles, tellement il commence à devenir bon. Julian Assange sera le fondateur d'une des premières sociétés fournisseurs d'accès à Internet en Australie, dédiée ou réservée aux foyers à revenus modestes. Il sera aussi l'inventeur de pas mal d'algorithmes qui font tourner l'Internet, aujourd'hui encore, paraît-il. Alors, par exemple, si vous faites un règlement avec votre carte bleue, lorsque vous cliquez sur le touche OK, qu'apparaît la petite clé pour vous dire sur votre navigateur que la connexion est sécurisée, il y a des grandes chances qu'il y ait du Julian Assange derrière. Julian Assange est un grand spécialiste et deviendra un grand spécialiste mondial de la cybersécurité
et du cryptage des données sur Internet. Il sera aussi l'inventeur d'un système que tous les journalistes d'investigation utilisent, paraît-il, pour leur ordinateur portable, qui consiste à avoir un double mot d'accès aux données. Le premier mot de passe, c'est celui que vous donnez à la police lorsqu'elle est en train de vous matraquer dans le commissariat. Elle a l'impression d'avoir accès à tout votre ordinateur. En réalité, il y a des dossiers cachés, accessibles uniquement par un deuxième mot de passe. Tout ça pour dire que Julian Assange, s'il n'avait pas montré un tel altruisme, et c'est confirmé par les interviews, ses écrits plus tard, aurait probablement pu finir milliardaire dans le Silicon Valley, à côté de gens comme Zuckerberg, par exemple. Mais il a choisi une autre voie, il était préoccupé par d'autres questions. Notamment lorsque les plus grandes manifestations de l'histoire de l'humanité contre la guerre en Irak se sont déclenchées, Julian Assange faisait des études de physique à l'université de Melbourne, participait à ces manifestations et a constaté que ces manifestations en étaient un échec. On n'a pas pu arrêter les guerres avec les manifestations, on n'a pas pu arrêter les guerres en interpellant les politiques, alors il fallait trouver un moyen, disait-il, pour arrêter les guerres. Il avait déjà une réflexion à l'époque où il faisait une corrélation très étroite entre l'information et la démocratie. Pour Julian Assange, il n'y a pas de véritable démocratie sans une information libre. Il dit par exemple, comment pouvez-vous combattre une injustice si vous n'êtes pas au courant de cette injustice? Il dit que tout commence par l'information. Il dit que les peuples mal informés prennent forcément de mauvaises décisions. Il dit aussi que la mesure de la démocratie, l'unité de mesure de la démocratie, comme des degrés Celsius serait la mesure de votre fièvre, que l'unité de mesure de la démocratie, c'est la quantité d'informations qui circulent librement. De haut en bas, de bas en haut, de gauche à droite, etc. Ces deux histoires que je viens de vous raconter, la situation post-11 septembre 2001 et Julian Assange, vont se rencontrer suite à ces manifestations contre l'Irak, où Julian Assange décide qu'il faut prendre le taureau par les cornes, et il a l'idée suivante. D'abord, l'objectif, c'est la justice, et le moyen, c'est les transparences. L'objectif, c'est la justice, et le moyen, c'est la transparence. Et il va produire un site Internet, pas tout seul, dont on croyait que les caractéristiques techniques jusqu'à là étaient impossibles. Ce site va s'appeler Wikileaks. Déjà, il y a une idée du projet en étudiant, en décortiquant un peu le nom. Leaks, en anglais, fuite. Wiki, le terme pour les geeks informatiques, pour parler d'un travail collaboratif. Donc l'idée à l'origine, et derrière Wikileaks, c'est d'obtenir des fuites et de les analyser de façon collaborative, c'est-à-dire les citoyens, les journalistes, les historiens. L'objectif déclaré de Julian Assange était de constituer la bibliothèque d'Alexandrie moderne de la diplomatie moderne. C'était un objectif vaste et ambitieux. Comment? Les caractéristiques du site de Wikileaks qui va apparaître en 2006-2007 sont les suivants. Du jamais vu. Un site, Wikileaks, va offrir quelque chose qu'on croyait impossible et qui aujourd'hui d'ailleurs techniquement n'a toujours pas été égalé. Il va offrir l'anonymat aux personnes qui se connectent. Vous pouvez vous connecter au site d'Internet. Il paraît qu'il est impossible de vous tracer d'où vous vous êtes connecté. Deuxième chose, Wikileaks va offrir aussi l'anonymisation du transfert de données. Non seulement lorsque vous êtes connecté à Wikileaks, on ne sait pas qui vous êtes, mais lorsque vous transmettez un document à Wikileaks, ceux qui tentent de l'attraper au passage n'arrivent pas à le déchiffrer. Anonymisation des connectés, anonymisation du transfert des données. Pourquoi invente-t-il ça? Parce qu'il va partir d'un principe, d'un constat et d'un pari. Le constat, il est celui que je vous ai fait par rapport aux attentats du 11 septembre et l'échec des manifestations contre les guerres. Mais il raisonne aussi de la façon suivante en disant plus les services de sécurité deviennent vastes, plus leur pouvoir devient incontrôlé, moins il y a de comptes à rendre, plus ils fonctionnent dans l'obscurité, et moins la presse fait son travail. Figurez-vous que c'est le cocktail parfait pour tous les abus, les dérives et les crimes éventuels.
Et il n'a pas tort. Mais qu'en même temps, plus les services augmentent en termes de personnel, et plus la probabilité qu'il y ait des gens qui se révoltent et qui dénoncent les abus est grande. Ce qu'on appelle des lanceurs d'alerte. Autrement dit, il disait d'une façon cynique, notre ennemi est en train d'embaucher ceux qui participeront à sa propre chute. Il était peut-être un petit peu optimiste, mais l'idée était là. Et aussi, Wikileaks, en offrant l'anonymat, en offrant l'anonymisation, va révolutionner même l'idée d'un lanceur d'alerte. Pourquoi? Avant Wikileaks, un lanceur d'alerte était comme une fusible. Il ne servait qu'une fois. Une fois le lancement d'alerte effectué, eh ben, au mieux, il perdait sa carrière, au pire, sa vie. Il y a des lanceurs d'alerte qui ont été retrouvés avec 2 balles dans la tête devant chez eux. Avec Wikileaks, le lanceur d'alerte, puisqu'il n'est pas connu, peut non seulement recommencer, mais éventuellement monter dans la hiérarchie de l'entité dans laquelle il travaille et recommencer autant de fois qu'il le faut. Il s'agit véritablement d'une révolution dans la dénonciation, dans le lancement d'alerte. Wikileaks se fera connaître par une explosion dans les médias en 2010. C'est là où l'idée de Julian Assange va prendre tout son sens, va exploser sur la scène internationale, va créer le buzz de l'époque et va rallier autour de lui, pendant un certain temps, toute la presse internationale extrêmement friand de scoops offerts gracieusement par Wikileaks. 2010, c'est l'année où le soldat Bradley Manning, Chelsea Manning aujourd'hui, va offrir d'abord au New York Times, qui refusera, ensuite au Washington Post, qui refusera, et qui se tournera enfin envers Wikileaks pour leur offrir des documents qu'il considère comme ravageurs par rapport à la politique internationale des États-Unis. Notez bien ce que je viens de dire là. Bradley Manning a d'abord offert les fuites au New York Times. Il a d'abord offert les fuites au Washington Post. Les deux ont refusé. Ici, on est en train de mettre le doigt sur un des aspects et éléments essentiels qui distinguera Wikileaks de tous les autres médias de son époque et même d'aujourd'hui, de tous les sites de publication, c'est que Wikileaks ne connaîtra pas de ligne rouge quant à la service de notre droit de savoir, quant à la défense de l'information et la dénonciation de crimes. 2 médias majeurs avaient déjà refusé, c'est-à-dire que sans Wikileaks, nous n'aurions jamais su. Donc Wikileaks garantit l'anonymat, l'anonymisation des données, et donc une troisième chose qui coûtera probablement le plus cher à Julian Assange, c'est un engagement moral. L'engagement moral, il est le suivant. Si c'est vrai, et si ça présente un intérêt pour le public, on publie. Pas de si, pas de mais, pas de peut-être, pas de... C'est comme ça, c'est ce que Wikileaks fait. J'insiste, si c'est vrai, et si ça présente un intérêt pour le public. Il ne s'agit pas de publier des photos d'une princesse au sein nu sur la plage. Wikileaks n'est pas une organisation de paparazzi. Il ne s'agit pas de publier les codes nucléaires de je ne sais quoi. Ça n'a aucun intérêt pour le public. Il s'agit donc d'une question et d'un fondement fondamental sur le droit de savoir. C'est un peu en ces termes-là que Wikileaks et Julian Assange vont l'exprimer, le droit de savoir du public. En fait, le rôle de Wikileaks, oui, Julian Assange va l'exprimer dans une interview. Il dit que, en gros, dans la société, il y a 3 types de flux d'informations. Le premier flux d'informations, c'est horizontal. C'est l'information qui circule entre nous via les réseaux sociaux, les emails que je vous envoie, le coup de fil que je vous donne, la conversation que l'on tient dans un café. Il y a un deuxième flux d'informations, c'est celui qui va de bas vers le haut, des citoyens vers les gouvernements, vers les pouvoirs. Celui-ci, il fonctionne à merveille. En fait, c'est toute l'information qu'on arrive à pomper, soit officiellement, soit officieusement,
tout ce qu'on arrive à connaître sur vous grâce à votre navigation sur Internet, sur Facebook, les paiements de votre carte bleue. Bref, vous êtes désormais des livres ouverts. Et si l'un d'entre vous croit que ce qu'il fait dans la vie n'est pas connu de ses pouvoirs, détrompez-vous, ils vous connaissent probablement mieux que vous-même. Chose que dénonçait d'ailleurs Julian Assange. Et il existe un troisième flux d'informations, et c'est là qu'il dit il ne fonctionne plus celui-ci, c'est l'information de bas vers le haut, de haut vers le bas, pardon. C'est-à-dire que font réellement les pouvoirs politiques, que font vraiment les institutions, quels sont les véritables rouages. Cette transparence qui nous manque, selon Julian Assange, c'est le signe même d'une absence de démocratie et d'un pouvoir qui part en roue libre et qui s'éloigne de plus en plus de la démocratie. C'est donc pour lui un combat essentiel, la démocratie et l'information. Ils vont de pair, ne sont pas dissociables. La répression, parce que répression il y a, va commencer très rapidement, avant même que l'on se rende compte. Dès 2007, j'ai dit qu'on parlait des révélations de 2010, dès 2007, le Pentagone commandera une étude pour juger de la dangerosité de Wikileaks. Question. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Wikileaks était considéré comme étant si dangereux? Il était considéré tellement dangereux que les États-Unis vont constituer une équipe de 120 agents des 12 services de renseignement américains avec pour seul objectif détruire Wikileaks. 120 agents, paraît-il, c'est plus que le nombre d'agents consacrés à la chasse de Ben Laden. Si vous n'aviez pas perçu le degré de danger perçu ou réel que Wikileaks représentait, je vous assure que d'autres en face l'ont compris très vite et y ont mis les moyens. Question, je répète, pourquoi? Pourquoi est-ce que Wikileaks, alors même qu'il n'était pas connu, a attiré jusqu'à l'attention du Pentagone et plus tard la plus forte investissement en termes d'humains et de moyens jamais mis à l'encontre d'un seul homme et d'une petite organisation, somme toute assez banale? Eh bien, si vous avez suivi ce que j'ai expliqué sur le modèle de Wikileaks, l'anonymat garanti, l'authentification des documents. Ah oui, j'avais oublié ça. C'est qu'une fois qu'on a garanti l'anonymisation des connectés et de ceux qui fournissent les sources, Wikileaks garantissait quelque chose qui était nouveau aussi pour ce genre de site qui existait. On pouvait soumettre des documents à un site pour les voir publiés. Il garantissait leur authenticité avec une équipe d'une centaine de journalistes bénévoles à travers le monde qui, par leur spécialisation, pouvaient dire « ça c'est un document, c'est authentique, tu peux le publier ». Alors comme ça, le modèle ne paraît pas fiable à 100%. Il y a des anonymes qui publient des documents et il y a des journalistes qui disent « ouais, c'est un document authentique ou pas ». Peut-être que le système ne vous paraît pas fiable, mais toujours est-il que, comme disent les Anglais, la preuve est dans le pudding. 10 ans plus tard et 10 millions de documents plus tard, aucun document publié par Wikileaks n'a jamais vu son authenticité remis en cause. Il paraît que c'est un record mondial, qu'aucun média ne peut se vanter d'une telle précision et qualité. Sans parler du volume, 10 millions de documents, c'est plus que toute la presse écrite depuis l'invention de l'imprimerie. Parce qu'on est ici devant une problématique différente, une technologie différente, c'est l'Internet. Du temps de Daniel Ellsberg, le fameux lanceur d'alerte des Pentagon Papers sur la guerre au Vietnam, il avait 15 000 pages, je crois que c'était 10, 15 000 pages, quelque chose comme ça. La presse n'a publié que les bonnes feuilles, on est d'accord, presse écrite. Si Wikileaks avait existé à l'époque, Wikileaks aurait probablement publié les 15 000 pages. Donc on est ici devant une autre dimension, une autre façon de voir l'information, une confiance accordée au public, puisqu'on ne veut pas passer par le filtre des journalistes, on met à la disposition du public l'ensemble des documents publiables. Et donc je répète, pourquoi est-ce que Wikileaks représentait un tel danger, perçu ou réel? Eh bien, pour une simple raison. Pardon. Pour une simple raison. Et si vous ne retenez qu'une seule phrase de tout ce que je vais dire, c'est la phrase suivante que je vais prononcer. Et je vous demanderai à la limite de répéter dans votre tête plusieurs fois, parce que je ne compte pas le nombre de fois où les gens m'attrapent à la fin d'une conférence et me disent « C'était quoi la phrase que tu nous avais dit qu'il ne fallait surtout pas oublier ?»
Le modèle de Wikileaks constituait un danger existentiel pour tous les pouvoirs corrompus. Vous imaginez? N'importe qui, n'importe où, avec un brin de conscience, pouvait de façon anonyme, preuve à l'appui, non pas avec des accusations venant de l'extérieur, mais avec des documents de l'intérieur, dénoncer, révéler des crimes, des dérives, des abus, sans qu'il y ait aucun moyen de repérer qui cela pouvait bien être. J'insiste là-dessus, le modèle de Wikileaks constituait un danger existentiel pour tous les pouvoirs corrompus, quels qu'ils soient. Je pourrais presque vous dire, j'arrête là, tout le reste, vous l'avez probablement compris à partir de là. L'acharnement, la répression et aussi la participation joyeuse à un acteur dans cette affaire dont on parle très peu, qui tiendra pourtant un rôle essentiel, c'est la presse institutionnelle. Lorsque Wikileaks éclatera sur la scène internationale en 2010, la quantité de documents proposés dépasse les capacités d'analyse de Wikileaks de l'équipe. Ils proposeront donc un partenariat avec les grands médias internationaux, notamment Le Monde en France, Mediapart en France, El País en Allemagne, The Guardian en Angleterre, Der Spiegel en Allemagne, The Washington Post et The New York Times aux États-Unis, et d'autres, qui profiteront joyeusement de l'aubaine que Wikileaks leur offre, des scoops gratuitement offertes, que eux-mêmes d'ailleurs, pour la plupart, si vous avez suivi, avaient refusé peu de temps avant, mais que l'occasion était trop belle et la concurrence trop rude et qu'il fallait avoir le scoop et tout le monde s'est précipité pour obtenir de Wikileaks une source de scoop sans fond. Le problème, c'est que ça n'a duré qu'un temps. Pour ceux qui s'en souviennent, la plupart des gens ont oublié un peu cette histoire. Wikileaks, Julian Assange, en 2010, sera carrément désigné l'homme de l'année par Le Monde. Il sera désigné l'homme de l'année par Time Magazine, le plus grand hebdomadaire américain. Et dès 2011, on peut dire que ça y est, son étoile sera déjà ternie, ce sera déjà la fin de l'aventure de Wikileaks. Je le compare, cette histoire, avec un peu d'ironie, évidemment, un peu comme la carrière des Beatles, fulgurante, et dont les impacts se ressentent encore aujourd'hui. Wikileaks, c'est un peu ça. En fait, en un an, ils auront marqué l'avenir du journalisme du XXIe siècle. Mais la répression s'abattra très tôt. La répression sera organisée par une société privée, qu'on appelle la CIA privée des États-Unis, qui s'appelle Stratfor, qui sera chargée de déterminer comment détruire Wikileaks. Comment est-ce qu'on le sait, ça? Ben parce qu'un lanceur d'alerte de Stratfor a communiqué les documents à Wikileaks. Stratfor elle-même a fait l'objet de fuites. La stratégie de Stratfor est énoncée comme suite. D'abord, le commentaire du patron de Stratfor qui dit, déjà, en prévoyant l'avenir des événements, la suite des événements, il dira que Julian Assange, le petit blondinet, fera une très belle mariée en prison. Ensuite, ils étudieront la chose et arriveront à la conclusion suivante, c'est que Wikileaks, c'est pas la peine d'essayer de détruire Wikileaks parce qu'il fallait détruire Wikileaks, parce que ça représentait une menace existentielle pour tous les pouvoirs corrompus. Et s'il y en a un sur cette terre qui est corrompu, et surtout à cette époque-là, et peut-être même aujourd'hui, bref, j'arrête de tourner en rond, c'était le pouvoir politique américain de l'époque. Donc, pas la peine d'essayer de le casser techniquement, quasi impossible. Et si on y arrivait, elle renaîtrait de ses cendres ailleurs. Il y avait des sauvegardes de partout un peu sur la planète, de différents serveurs dispersés à travers l'Internet. Moi-même, à l'époque, en 2010, j'avais un petit serveur dans ma cuisine, ou dans mon salon plutôt, qui modestement servait de sauvegarde aux données de Wikileaks, sans que je puisse m'en servir, parce que j'avais aucune idée comment ça marchait, mais en tout cas, j'étais content de participer à la résistance, et je recevais des flux d'informations quotidiennes qui arrivaient sur mon serveur, qui remplissait le disque d'ailleurs trop vite pour moi. Bref, l'idée c'était qu'il fallait non pas tenter de détruire Wikileaks sur le plan physique, mais sur le plan de la réputation. Un site comme Wikileaks qui fonctionne sur la confiance, sur l'anonymisation, sur la non-révélation des sources, sur l'authentification des documents, il y a beaucoup de réputation en jeu là, il y a la confiance qui doit régner, il faut en finir ou pas par leur faire confiance. Donc le projet était simple, il fallait détruire la réputation de Wikileaks. Et la stratégie de Stratfor s'énonçait comme suite.
Il serait bon de lui faire un piège, de lui préparer un petit piège sexuel quelque part, ça ne mange pas de pain et c'est toujours efficace. Deuxièmement, la réputation de Wikileaks et du journaliste qui vont révéler leurs sources. Il faut le poursuivre par les moyens judiciaires partout dans le monde, ses amis et ses proches, l'épuiser sur le plan financier, le harceler aux frontières et le poursuivre jusqu'au bout de la terre s'il le faut. Et de faire en sorte qu'il n'ait plus jamais envie, que plus jamais quelqu'un ait envie de recommencer. Eh bien, c'est ce plan-là qui va être peu ou prou mis en place, et à peu près au pied de la lettre, si je puis dire. Julian Assange et Wikileaks se verront couper toutes leurs sources de financement. Julian Assange, dès 2010, ne peut plus voyager en utilisant ses cartes de crédit. Il a quasiment son passeport qui lui est confisqué par les autorités australiennes. Le Premier ministre de l'époque l'a suggéré. Il a fallu que le chef de la police lui rappelle que c'est interdit. Bref, il perd ses ordinateurs lorsqu'il voyage en avion. Il a déjà une vie compliquée. Il est déjà un homme pourchassé alors qu'il est déjà au sommet de sa gloire. Il se rend en Suède pour une conférence et là, va se passer un truc. Ça va être la première étape du plan de Stratford qui apparemment se met en route. L'affaire suédoise, on pourrait y passer une soirée entière à la raconter. Moi, je l'ai vécu en direct, pas dans les détails parce qu'on ne connaissait pas forcément les détails, mais on a vu ce qui se disait le lundi, ce qui s'est passé le mardi, ce qui s'est raconté le mercredi, et comme jeudi, tout avait déjà commencé à changer de version. J'ai vécu en direct un des phénomènes qu'on va voir post-2010, la lente, régulière, constante et persistante réécriture de l'histoire par les grands médias sur cette affaire Assange. Je suggérerais que dans ce livre de Nils Melzer, qui est le rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture et les mauvais traitements, un rapporteur, c'est comme un consultant. Il est mandaté par les 197 pays de l'ONU. Il a les moyens à sa disposition, un budget, des enquêteurs, une équipe. Au début, il ne voulait pas s'occuper de cette affaire, ne voulant pas défendre un violeur. Au fur et à mesure qu'il prenait connaissance du dossier, il s'est investi tellement qu'il en a fait une affaire personnelle. Et il a d'ailleurs perdu son poste. On pourrait dire qu'il a perdu son poste de rapporteur récemment. Il travaille maintenant pour la Croix-Rouge internationale. Et son livre était une sorte de chant de cygne avant de quitter son poste. Il a mené une investigation digne d'un policier. Parlant le suédois couramment, il s'est rendu en Suède, il a décortiqué l'affaire, il a eu affaire à toutes les pièces. Sa conclusion est sans appel, mais c'est ce que nous disons depuis 2010. Mais bon, je vais faire appel à l'argument d'autorité. Nils Melzer, le rapporteur des Nations Unies. Julian Assange n'a jamais été accusé de viol par 2 femmes en Suède. Si vous avez la vague sensation que oui, si vous avez la vague impression d'avoir entendu ça plus d'une fois dans les médias, nous pouvons vous expliquer comment cette idée vous est arrivée dans la tête et pourquoi elle n'a rien à y faire. Je crois qu'il s'agit d'une des plus belles opérations de propagande et de désinformation auxquelles j'ai pu assister, et Dieu sait si j'en ai assisté à plus d'une. Certains éléments dont on ne parle jamais, je vais les citer en passage sur l'affaire Assange, des éléments que l'on connaît très peu. Julian Assange, qui a des relations sexuelles avec 2 femmes, c'est une rockstar, va rentrer en Angleterre pour préparer les premières révélations connues, les plus connues notamment la fameuse documentaire vidéo Collateral Murder. Les 2 femmes se connaissent, parlent, se rendent compte que toutes les 2 ont eu des relations sexuelles sans protection. En Suède, c'est qualifié de viol mineur. Vont à la police pour voir si elles peuvent obliger Julian Assange à faire un test du sida ou des maladies sexuellement transmissibles. Julian Assange, qui est sur place, avant même de pouvoir donner son accord, apprendra le lendemain par la presse, les tabloïds suédoises, qu'il est recherché pour viol. C'est comme ça que l'affaire démarre. Qui a fuité ça? Comment c'est arrivé jusqu'à l'information et pourquoi est-ce qu'on parle de viol? Les mains courantes que les femmes ont déposées et que j'ai traduites en français, qui sont disponibles et que tous les journalistes doivent connaître, à aucun moment elles ne parlent de violence ni de viol. Simplement d'une volonté. Et d'ailleurs, les versions de déposition entre Assange et les femmes coïncident parfaitement. C'est même pas une histoire de j'ai dit, elle dit, qui croire? Ben, vous pouvez les croire parce que leurs versions coïncident. Les 3 personnages racontent exactement la même chose, peu ou prou.
Parce qu'il y a eu accusation de viol dans la presse, le procureur principal de Stockholm dira « il n'y a pas de viol, enquête, non, pas question, Julian Assange, tu peux rentrer » après avoir fait les tests. Julian Assange, donc, n'a jamais fui la Suède, comme l'a écrit la presse pendant des années. Il est parti avec l'autorisation de la justice suédoise, affaire close. Et c'est là, maintenant, que j'en veux à la presse, apparaît un personnage trouble qui va tenir dans cette histoire un rôle assez bizarre. La procureure de Stockholm, Marianne Ny. Marianne Ny écrira, parce qu'il y a quand même 2 ou 3 journalistes d'investigation qui l'ont suivi et collé au basque de près, écrira « Je crois que je vais mettre la main sur un gros poisson, un gros gibier ». Marianne Ny échangera des courriers avec le FBI sans que l'on sache ce qu'il y a dedans parce qu'elle les a malencontreusement effacés. Ah, ça arrive. Marianne Ny, qui est une procureure, va faire un truc extraordinaire, du jamais vu. Elle va rouvrir une affaire qui a été close sans qu'il y ait aucun élément nouveau. Elle va demander l'extradition de Julian Assange qui est déjà en Angleterre. Figurez-vous que la justice suédoise, tribunal de Uppsala, va l'envoyer balader. Oui, vous avez bien entendu, la justice suédoise a refusé à Marianne Ny une demande d'extradition de Julian Assange. Pourquoi? Parce qu'elle avait un dossier vide. Ok. Marianne Ny ne se laisse pas compter et concote, alors je ne sais pas avec qui, une opération assez extraordinaire. Suivez-moi, c'est simple en fait. Elle va rouvrir donc une enquête préliminaire. Ah ça, elle a le droit, une enquête préliminaire. Ceux qui savent en justice, qu'est-ce que c'est qu'une enquête préliminaire? Ben, c'est en gros, je vérifie quelques faits pour voir s'il y a matière à ouvrir une enquête et s'il y a matière à porter des accusations. Donc une enquête préliminaire, c'est pour l'instant rien. Personne n'est accusé de rien. Et il s'agit d'une affaire close qu'elle ne peut pas rouvrir officiellement, mais alors elle va lancer une enquête préliminaire pour voir si elle peut le rouvrir. Ok, jusque-là. Elle va faire une deuxième chose assez extraordinaire, du jamais vu. Elle va lancer un mandat d'arrêt. On n'a jamais vu un mandat d'arrêt lancé dans le cadre d'une enquête préliminaire, et encore moins par un procureur. Je ne sais pas si j'y connais quelque chose en droit, mais il me semble que c'est les juges qui lancent les mandats d'arrêt, pas un procureur. Alors vous allez me dire, ben, elle fait un truc complètement irrégulier, ça ne va rien aboutir du point de vue juridique, judiciaire. Eh ben non. Figurez-vous qu'en face, les Britanniques, de façon très étrange, apparemment de connivence, et quand je dis apparemment, il y a de l'ironie là-dedans, parce que la journaliste italienne d'investigation Stefania Marizzi a réussi à mettre la main sur des courriels échangés qui prouvent que le coup avait été préparé entre les procureurs britanniques et Marianne Ny. Ils vont accepter le mandat d'arrêt et arrêter Julian Assange. Un mandat d'arrêt complètement irrégulier, dans lequel d'ailleurs Marianne Ny fera un faux en écriture, parce que j'ai lu son mandat d'arrêt, où elle prétend citer les femmes. J'ai lu les dépositions des femmes, c'est pas du tout la même chose. D'ailleurs, c'est tellement vrai que la justice britannique a reconnu que Marianne Ny a traficoté son mandat d'arrêt dans le compte-rendu de la Haute Cour. Ils reconnaissent d'ailleurs qu'un mandat d'arrêt émis dans le cadre d'une enquête préliminaire par un procureur, c'est pas normal du tout. Mais la justice, entre guillemets, britannique, va faire encore une chose extraordinaire, et cette affaire n'a que des choses extraordinaires, va décider la chose suivante. Ah, c'est vrai qu'en droit britannique, on ne devrait pas servir ce mandat d'arrêt, il est totalement illégal. Mais parce que c'est la Suède, et parce que c'est un pays continental, on va considérer que ce n'est pas les règles britanniques qui vont jouer, mais des règles continentaux, notamment la définition de ce qu'est une autorité judiciaire. On va prendre la définition française. Pourquoi française? Pourquoi pas? Donc une procureure, pour cet instant-là, pour cet acte-là, et uniquement pour cet acte-là, la justice britannique va dire que le mandat d'arrêt est tout à fait valable et on va arrêter Julian Assange. C'est tellement grotesque cette affaire, tellement aberrant, tellement ahurissant, que la justice britannique, figurez-vous, va changer, pardon, pas la justice, l'État britannique va changer la loi en Grande-Bretagne pour que cela ne puisse plus jamais se reproduire, en précisant spécifiquement les conditions dans lesquelles un mandat d'arrêt peut être acceptable et servi du côté britannique. Elle adoptera cette loi après l'arrestation de Julian Assange, et cette loi sera assortie d'une clause de non-rétroactivité que les avocats en Grande-Bretagne appellent, devinez quoi, la clause Assange.
Nous sommes ici devant une manipulation tellement grotesque, tellement grandiose, tellement bien pensée, que j'en suis déjà là à dire la presse internationale, ici, a failli dans son rôle d'information pour des éléments aussi concrets, aussi factuels, je n'invente rien. La décision de la Haute Cour britannique sur l'arrestation de Julian Assange, puisqu'il a contesté le mandat d'arrêt, contient pratiquement mot pour mot ce que je viens de vous dire. Ouais, le mandat d'arrêt, il n'est pas légal. Bah ouais, un procureur ne peut pas mettre un mandat d'arrêt dans la... Mais bon, faut voir, c'est la Suède, c'est pas la Grande-Bretagne, donc on va quand même servir le mandat d'arrêt. Et aussitôt l'affaire conclue, ils vont changer la loi pour être sûr. Autrement dit, Julian Assange ne pourrait jamais être arrêté aujourd'hui dans ces conditions-là. C'est aussi pour vous dire à quel point la chorégraphie, le ballet, le plan a été mis en place très tôt, de façon très sophistiquée, avec beaucoup de complicité et de connivence au sein du pouvoir britannique, qui va être d'ailleurs un des traits caractéristiques de toute la suite de cette affaire. Julian Assange, sentant que justice ne lui sera absolument pas rendue, décidera de faire le geste pour lequel il est probablement peu connu, c'est de se rendre, de se réfugier dans l'ambassade d'Équateur. L'ambassade d'Équateur est un bâtiment qui fait ce sont des bureaux qui font 77 mètres carrés à peu près. Il sera bien accueilli par l'ambassade du gouvernement de Rafael Correa. Il lui sera accordé l'asile et même la citoyenneté équatorienne. Et il passera 7 années dans cette minuscule ambassade qui se trouve dans une ruelle à l'ombre des grands magasins Harrods, où le soleil ne pénètre pas. Il y passera 7 années sans voir la lumière du jour, du soleil en tout cas. Et l'ambassade sera entourée en 24 heures sur 24, 7 jours par 7, par la police britannique qui a décidé d'arrêter Julian Assange, coûte que coûte. L'asile politique lui sera accordé par l'Équateur. Les Britanniques diront « ils s'en fichent ». Il sera envisagé de nommer Julian Assange membre diplomatique du corps diplomatique de l'Équateur et de lui accorder l'immunité. L'Angleterre a dit qu'elle s'asseoirait dessus. Et l'ONU, le groupe de travail sur les détentions arbitraires, auquel ont participé la Suède et la Grande-Bretagne, c'est-à-dire qu'ils sont volontairement portés devant le groupe de travail sur les détentions arbitraires. Ce groupe a donné raison à Julian Assange, a déclaré que sa détention dans l'ambassade d'Équateur ou son séjour dans l'ambassade d'Équateur constituait bien une forme de détention illégale. La Suède et la Grande-Bretagne ont dit qu'ils n'allaient pas respecter la décision d'un groupe d'experts auquel ils ont eux-mêmes participé, mais comme ils ont perdu, et comme dans toute cette affaire, ils se sont assis dessus. Wikileaks continuera de travailler malgré l'enfermement de Julian Assange dans l'ambassade. J'aime rappeler que parmi les actions de Wikileaks, il y en a une que j'aime beaucoup et que peu de gens d'ailleurs semblent connaître. Julian Assange sauvera la vie de Edward Snowden, le fameux lanceur d'alerte de la NSA, auquel d'ailleurs Wikileaks ne doit absolument rien. Julian Assange le fera pour la beauté du geste, si je puis dire, pour sauver un lanceur d'alerte qui, comme il dit, si ce n'est pas nous qui le sauvons, personne d'autre ne le fera. Edward Snowden se trouve caché à Hong Kong. La CIA et les services américains sont en train de se rapprocher dangereusement de lui. Julian Assange organisera sa fuite depuis sa petite chambrette dans l'ambassade d'Équateur. Il enverra son assistante à Hong Kong qui sauvera Edward Snowden, réussira à le mettre dans un avion. Cet avion aura une destination, un pays d'Amérique du Sud. Lors d'une escale à Moscou, Edward Snowden découvrira que les Américains ont résilié son passeport. Tout ça pour dire aussi que les gens qui accusent Snowden de s'être réfugié en Russie, c'est aussi une façon de réécrire l'histoire. Edward Snowden a été coincé en Russie, restera dans la zone internationale une quarantaine de jours avant que les Russes se décident, littéralement, se décident à le laisser rentrer. Julian Assange continuera à piloter Wikileaks, qui continuera à faire des révélations année après année. Même si la presse ne vous en parlera plus, les révélations de Wikileaks sont... tous les mois, il y a quelque chose qui tombe. Moi qui prétends avoir suivi l'affaire de près, je vous avouerai que les révélations, on n'arrivait pas à les suivre tellement il y en avait. Certaines plus ou moins intéressantes.
Mais il y en a deux qui vont peut-être lui coûter aussi le sort qui lui a été réservé par les services de renseignement américains. Il y en a un, en 2017, qui sera le plus gros coup jamais porté contre la CIA, d'après le patron de la CIA. Vous n'en avez jamais entendu parler, probablement. Alors, on va en parler un tout petit peu. La révélation a un nom. Ils ont toutes les révélations en leur petit nom, attribué par Wikileaks. Celui-ci s'appellera Vault 7, coffre-fort 7. Je ne sais pas pourquoi. Et cette révélation va révéler les outils de cyberespionnage de la CIA. Comment la CIA peut, à distance, vous écouter à partir de votre smartphone, même éteint. Comment la CIA peut vous écouter à partir de votre téléviseur moderne, même éteint. Comment la CIA pouvait prendre le contrôle des voitures modernes, appuyer sur l'accélérateur, faire tourner le volant contre une platane, si l'envie leur en prenait. Bref, leurs outils préférés d'espionnage cybernétique, ce qui leur permettait d'espionner nos présidents d'ailleurs, les dirigeants occidentaux, et un peu partout dans le monde, de façon illégale, venaient d'être révélés par Wikileaks aux grandes dames de la CIA, qui étaient réellement fâchées. L'autre révélation de Wikileaks, qui coûtera probablement le soutien de la presse institutionnelle, ou servira plutôt de justification. Il y en a qui disent, c'est ça où j'ai perdu ma confiance en Assange. Moi, je leur réponds, non, tu as enfin trouvé l'excuse pour abandonner Assange. C'est lorsqu'ils publieront les emails de Hillary Clinton et qu'on les accusera d'avoir fait perdre les élections à Hillary Clinton. Chose que je récuse, on pourra revenir dessus. Lorsqu'on l'examine en détail, on se rend compte que c'est une accusation absolument ridicule. Bref, Julian Assange sera dans l'ambassade, le pouvoir en Équateur changera, le président Lénine Moreno deviendra un ennemi juré de Julian Assange, fera tout pour lui pourrir la vie, pour essayer de le convaincre de sortir de son plein gré, parce qu'il a la citoyenneté, parce qu'il a l'asile politique. Mais le ton monte, Julian Assange ne sort pas, ils lui couperont l'Internet, ils couperont le chauffage dans sa chambre, ils confisqueront son lit, il devra désormais dormir sur un tapis de yoga. Les gens qui viennent le voir sont systématiquement fouillés, leurs ordinateurs ouverts, leurs téléphones ouverts. On apprendra plus tard que le service de sécurité qui devait surveiller l'ambassade a été retourné par la CIA et a installé des micros et des caméras partout, que la vie de Julian Assange était un livre ouvert depuis au moins 1 an, que tout ce qu'il disait à ses avocats, à ses médecins, à ses visiteurs était transmis directement à la CIA. Lénine Moreno montrera le ton, dira que Julian Assange est en train d'espionner l'ambassade, sans aucune explication, dira même dans une conférence de presse que Julian Assange est devenu tellement cinglé qu'il est en train d'étaler ses excréments sur les murs de l'ambassade. Ceux qui vont réussir à le voir dans cette dernière année à l'ambassade diront qu'il est très mal en point, qu'il a une maladie pulmonaire chronique, qu'il a un problème osseux et qu'il a une dent cassée parce que mystérieusement dans sa nourriture, il a trouvé des morceaux d'acier et qu'il ne peut désormais que manger de la nourriture liquide. Ils lui confisqueront ses appareils de rasoir et son rasoir et sa mousse à raser pour que le jour où ils l'expulseront, le 11 avril ou le 16 avril, pardon, je vais toujours confondre, enfin en avril 2019, 19, il apparaîtra avec cette tête hirsute où vous le voyez traîner dehors. Je vous dis, tout a été extrêmement bien calculé. Le soir même, dans les médias américains, dans les talk-shows nocturnes, où je me suis branché immédiatement pour voir un peu, la vague de moqueries qui s'abattait sur lui, on le traitait de Père Noël grincheux, on parlait de son odeur corporelle, il devait sentir mal, que l'ambassade d'Équateur pouvait enfin passer un Karcher dans sa chambre. Bref, ils étaient contents qu'il était arrêté, ils étaient contents qu'il était en mauvais état. Pendant ce séjour dans l'ambassade, il conviendrait de dire maintenant, de décrire un peu, parce que c'est un peu le titre quand même de la conférence, la crucifixion médiatique. Le rôle de la presse ici a été essentiel. L'attaque, le renversement d'alliance a été mené très certainement, pour moi c'est très clair, par The Guardian, le journal britannique, qui était paradoxalement peut-être le partenaire le plus proche de Julian Assange. Mais un des rédacteurs en chef, et pas n'importe lequel, le rédacteur en chef du département investigation, qui s'appelle Luke Harding, se révélera ce qu'il était, une véritable crapule. Il le montrera tout au long de la suite de l'histoire. Luke Harding, en tête, mais pas que lui,
mènera une attaque frontale contre Julian Assange, qui ne peut plus s'exprimer, qui est enfermé dans l'ambassade, allant jusqu'à parler de ses chaussettes, encore une fois de son odeur corporelle, en train de dire que c'est un antisémite, un paranoïaque, parce qu'il dit qu'il va être extradé vers les États-Unis, alors que les États-Unis, jusqu'à là, ils n'ont pas pipé mot encore, à part leur mécontentement des révélations. Un journaliste du Guardian, pas Luke Harding, traitera Julian Assange publiquement de étron. J'aimerais savoir combien de fois un journaliste, dans sa carrière, a utilisé ce vocabulaire pour traiter quelqu'un de étron. Il y aurait des George Bush, des Tony Blair, peut-être des tas de gens sur la planète qui pourraient éventuellement être appelés comme ça en public. Mais non, elle a réservé ça, ce moment de gloire, ce moment d'intense rébellion de sa part, de colère, à un homme seul, isolé dans une ambassade à terre. Quel courage! Quel courage! Un autre journaliste du Guardian, se moquant de Julian Assange, qui dit qu'il risque d'être extradé vers les États-Unis, se moquera de lui et dira « mais non, mais non ». La seule chose qui l'empêche de sortir de l'ambassade, c'est son orgueil. Un autre journaliste de la BBC tweetera « Je retrouverai du respect pour la police de Londres lorsqu'ils iront le chercher et le traîneront dehors pour lui mettre 2 balles dans la tête. » Luke Harding, pour revenir à lui, tentera d'enfoncer le clou en publiant en novembre 2018 un énorme article dans The Guardian qui raconte la chose qui suit. Paul Manafort, le directeur de campagne de Donald Trump, eh bien, figurez-vous qu'il est venu à Londres, accompagné de plusieurs Russes, et il est allé voir Julian Assange dans l'ambassade 3 fois. L'article est tellement bien renseigné qu'il va jusqu'à décrire la couleur du pantalon que portait Paul Manafort. Beige, si ça vous intéresse. Le problème, et le calendrier est cruel, 2 ou 3 mois plus tard, on apprendra et Wikileaks révélera que la société qui surveillait l'ambassade travaillait pour les États-Unis et tout était filmé. Et figurez-vous qu'il n'y a pas de Paul Manafort dans les vidéos, qu'il n'y a aucune trace de sa visite. The Guardian, sous la plume de son chef de rubrique investigation, a publié un fake notoire sur le site du plus grand quotidien libéral britannique, accusant Julian Assange de connivence avec Trump d'un côté et les Russes de l'autre, dans le cadre de la campagne du Russiagate, etc. Le ridicule ne tuant pas, et la presse ne parlant pas des révélations de Wikileaks, beaucoup encore vivent sous cet article et y font référence. Il n'y a pas si longtemps, j'ai eu une conversation, ou plutôt pas moi, mais Olivier Azam des Mutins de Pangée à une soirée. On discutait avec l'ancien correspondant, en tout cas il s'est présenté comme ça, de l'AFP à Moscou, qui nous a dit « Ah, Julian Assange, ouais, il faudrait qu'il soit libre, mais quand même, un Russe, tout ça, agent russe. » On lui a dit « Mais pourquoi tu dis ça ?»« Ah, l'article de Luke Harding. »« Non, mais, attends, t'es pas au courant ?»« Non, non, mais... » Bref, littéralement, l'ancien correspondant de l'AFP à Moscou, littéralement, nous a dit à nous qu'il fallait qu'on porte les preuves que Julian Assange n'était pas un agent russe, que sa conviction lui suffisait. Ayant été correspondant à Moscou, il était tout à fait au courant ce dont les Russes étaient capables et que ça lui suffisait. Voilà le raisonnement du correspondant de l'AFP à Moscou. Côté États-Unis, les appels au meurtre se multiplieront. Il y a des exemples dans les grandes chaînes d'information, des responsables politiques américains qui disent des phrases comme « Ah, je suis contre la peine de mort, mais Julian Assange, quand même, si quelqu'un pouvait lui mettre une balle dans la tête. » Voilà le niveau du discours. Hillary Clinton appelant à son assassinat par drone. Bref, Wikileaks, continuons de travailler jusqu'à ce qu'on arrache Julian Assange de l'ambassade de façon anticonstitutionnelle, contre toutes les lois équatoriennes. Il sera transféré illico presto, d'une façon extraordinaire, et jugé en une demi-heure. Jugé pourquoi, au fait? Au moment où je vous parle et au moment où il était extrait de l'ambassade, Julian Assange n'est coupable de rien, en fait. Une enquête préliminaire n'est pas une accusation. Les Américains, ils disent rien, pour l'instant. En fait, il a juste violé ses conditions, ses conditions de libération lorsqu'il était sous mandat d'arrêt, le fameux mandat d'arrêt. Eh bien, il sera condamné à la plus forte peine jamais prononcée contre quelqu'un qui a violé sa condition libération conditionnelle.
il sera condamné à 1 an de prison, ferme. Il fera 1 an de prison dans une prison de haute sécurité qu'on appelle le Guantanamo britannique. C'est du jamais vu, et je crois, parce que je lis beaucoup sur l'affaire, que c'est la première fois que quiconque en Grande-Bretagne a été condamné à la peine maximum pour une simple question de violation de la liberté surveillée. C'est pas comme si on ne savait pas où il était, hein, il était à l'ambassade d'Équateur. Et il effectuera cette peine jugé en 1 demi-heure dans la prison de Belmarsh. Il n'aura même pas une réduction de peine pour bonne conduite, il fera les 50 semaines jusqu'au bout. Et là, les Américains vont se réveiller. Enfin, ils vont entrer en scène. Je dis enfin parce que depuis le début, ils sont forcément en train de tirer les ficelles. On voit leurs chaussures poindre sous les rideaux derrière les coulisses. Et ils vont demander une première demande d'extradition accusant Julian Assange de tentative d'intrusion d'un ordinateur. Regardez comme le ballet est bien chorégraphié, comme par hasard, et c'est normal. À ce moment-là, et uniquement à ce moment-là, la Suède va abandonner les accusations, se retirer de la scène pour laisser la place aux États-Unis qui sont les véritables acteurs. On ne pouvait pas avoir 2 demandes d'extradition en même temps, on est d'accord ? Donc la Suède se retire pour laisser céder la place aux États-Unis d'Amérique, qui vont arriver avec une accusation assez incroyable. Dans un premier temps, ils accusent de Julian Assange de tentative d'intrusion d'un ordinateur. Figurez-vous que ce n'est même pas un ordinateur américain, c'est un ordinateur islandais. Je vous rappelle que Julian Assange, le siège de Wikileaks, se trouve en Islande. Wikileaks, pardon, je dis chaque fois Wikileaks, Julian Assange sera maintenu en prison par la justice, entre guillemets, britannique, dans l'attente donc de la procédure. Il a accompli sa peine pour laquelle il était condamné et à partir de maintenant, il est en préventif. Toujours dans une prison de haute sécurité, toujours en isolement, parce que comme c'est un prisonnier non violent, il faut logiquement le protéger des prisonniers violents. Au lieu de le mettre dans une prison de prisonniers non violents, ils le mettent en isolement. Et il est soumis d'ailleurs en fait au régime carcéral des condamnés de Belmarsh, haute sécurité, alors qu'il est en préventif. Donc il ne peut pas préparer son procès, il ne peut pas communiquer, ses communications sont limitées, il doit choisir les coups de fil à ses avocats ou à sa famille, c'est l'un ou l'autre. Il n'a pas droit à un ordinateur, il n'a pas droit à des sorties, il n'a pas droit à certaines lectures, bref, il est soumis, donc je disais, aux conditions des condamnés dans une prison de haute sécurité à Londres. Pendant que le procès s'avance, et c'est là que j'ai compris à cet instant de l'histoire quelque chose que je n'avais pas compris, que je vous invite à prendre connaissance aussi, parce que ça relève parfois des ambiguïtés. Cette affaire d'extradition n'est pas un procès normal. La justice britannique ne cherche pas à savoir si Julian Assange est coupable de quoi que ce soit. Elle cherche à savoir si Julian Assange est extradable. Et donc, les éléments de preuve, les arguments ne sont pas tout à fait les mêmes. L'idée, c'est que c'est à la justice américaine de décider si Julian Assange est coupable. Nous, on veut juste savoir s'il est extradable. Et c'est là que ça complique drôlement l'affaire pour Julian Assange. Je reviendrai tout de suite et je rebondis sur l'affaire de la presse internationale dans cette affaire. Figurez-vous que cette accusation de piratage, qui lui vaudra je ne sais pas combien d'années de prison aux États-Unis, a été formulée par un personnage islandais qui s'appelle Siggi Thordarson. Siggi Thordarson est connu parce qu'il a réussi à prendre un selfie avec Julian Assange et prétendre qu'il était son assistant. Tout le monde savait que c'était un charlatan qui n'était assistant de rien du tout. Il était si peu assistant de Julian Assange qu'il était actuellement en procès, en réalité en procès avec Wikileaks parce qu'il les avait escroqués de 20 ou 50 000 $, je ne me souviens plus. Mais Siggi Thordarson se pavanera dans les rues de Reykjavik en disant « je suis le collaborateur de Wikileaks ». Pourquoi Wikileaks est quand même des héros à l'époque en Islande, et Julian Assange avec. Siggi Thordarson sera contacté par le FBI et leur servira de témoin. En fait, le seul témoin que les États-Unis ont dans ce dossier, c'est ce fameux Siggi Thordarson. Qui est ce Siggi Thordarson? Faisons rapidement son portrait. Siggi Thordarson est un pédophile condamné multirécidiviste dont un des victimes s'est suicidé.
Siggy Thordarson est un psychopathe diagnostiqué qui a fait des séjours en hôpital psychiatrique. Siggy Thordarson est un escroc notoire qui a été jusqu'à escroquer ses propres avocats en imitant leur signature. Quand Siggy Thordarson a été contacté par le FBI, il a prétendu qu'il était un assistant de Julian Assange, que Julian Assange lui avait donné comme mission de pénétrer les ordinateurs du gouvernement islandais et de l'OTAN à Reykjavik. Voilà d'où viennent les chefs d'inculpation contre Julian Assange. Qu'est-ce que la grande presse a à voir là-dedans, puisque j'ai dit qu'il fallait en parler? Voilà où la presse, son rôle va intervenir. Siggy Thordarson a été retrouvé parce qu'il était en cavale en juin 2021 par un journaliste islandais. C'était un personnage connu là-bas parce que sa spécialité, c'est d'escroquer les entreprises en faillite. Au cours de la conversation, Siggy Thordarson va avouer au journaliste qu'il a menti. Oups! Alors le journaliste, pas bête, sachant qu'il a affaire à un psychopathe, se demande, le psychopathe, il ment quand il ment ou quand il dit qu'il ment. Bref, comment savoir? Siggy Thordarson, bon enfant, peut-être avec un cas de conscience, va lui fournir 20 000 pages de documents prouvant qu'il a menti. Le journaliste va sortir un scoop publié le 21 juin 2021 que le seul témoin des États-Unis a avoué avoir menti et apporté les preuves. Aucun média institutionnel n'a relayé ce scoop. Ce n'est pas faute d'avoir essayé de la part du journaliste islandais qui est allé écrire, a-t-il dit, à tous les médias de la grande presse pour leur dire qu'il avait un scoop extraordinaire. Le témoin contre Assange a avoué avoir menti. Il est allé jusqu'à Londres au procès d'Assange pour leur taper sur l'épaule, pour leur dire hey, « les gars, j'ai un scoop ». Et en France, une équipe d'une centaine de jeunes, je dis des jeunes parce qu'ils étaient sur Discord, et un Discord c'est un truc de jeunes, je ne les ai pas vus, mais je présume, nous avons constitué une équipe pour interpeller les médias, les journalistes, via leur compte Twitter, leur compte Facebook et leurs emails un par un, à plusieurs reprises, avec un lien vers l'article, non pas en islandais, mais le journaliste l'a rédigé en anglais à cause de sa valeur internationale, si je puis dire. Il n'y en a pas un seul qui a réagi. Il n'y en a pas un seul qui a relayé l'information. Il y a un seul journaliste, un journaliste des Échos, qui a réagi en disant « Est-ce que vous pouvez m'organiser une interview avec Julian Assange ?» Il ne devait manifestement pas savoir qu'il était enfermé dans une prison de haute sécurité. C'est pour vous dire le niveau. Lorsqu'on est incapable de faire passer, lorsqu'on est incapable de relier des éléments factuels, aussi factuels que ça et aussi importants que ça, j'ose même pas partir dans le délire de vous décrire tous les autres éléments moins factuels, moins importants, moins déterminants de l'affaire Assange. J'y passerai des heures. Je disais à Rémi, là, qu'un jour on m'a laissé roue libre, un soir sur Internet, j'ai parlé. Et ça a duré 8h20. Il paraît que j'ai battu le record du coach Chavez en termes de... C'est pour vous dire si l'affaire est impossible à décrire dans le cadre d'une conférence de ce type-là. Mais c'est pour vous dire aussi s'il y a des ramifications. Julian Assange sera traité, très maltraité, très mal soigné. On ne sait d'ailleurs pas de comment il est soigné en prison. Nils Melzer lui rendra visite avec 2 experts spécialistes et ils concluront sans appel. Julian Assange a fait l'objet de tortures psychologiques, tenez-vous bien, aux effets probablement irréversibles. Là aussi, maintenant, on peut discuter. Lorsque le expert des Nations Unies, avec 2 experts psychiatriques, viennent nous expliquer que à Londres, un journaliste en détention préventive a subi des torture psychologique aux effets irréversibles, on s'attendrait quelque part, à un moment donné, à une réaction. D'ailleurs, la situation de Julian Assange, journaliste en préventive dans une prison de haute sécurité, je vous dis tout de suite, ça n'a pas l'air de réveiller le moindre neurone chez les journalistes institutionnels. Cette simple question devrait leur poser question. En dehors de toutes les histoires, Hillary Clinton, Trump, pas Trump, etc., en fait, que fait un journaliste dans une prison de haute sécurité en préventif? Pour moi, c'est le sommet de l'iceberg qui explique tout le reste, cette gigantesque, au mieux, angle mort
que les journalistes ont de cette affaire, en tout cas pas tous, mais la plupart. Sinon de l'agressivité envers Julian Assange au pire, ou une haine, comme certains journalistes l'expriment. Une haine qui vient d'où? Qui vient pourquoi? On peut répéter leurs arguments et on peut aussi faire preuve d'un peu d'imagination. Les arguments, en voilà un d'arguments. Luke Harding, encore lui, chef de la rubrique investigation du Guardian, celui qui a fait le faux article, celui qui a mené l'attaque contre Julian Assange. Interrogé dans une école de journalisme, pourquoi tant de haine contre Julian Assange, sa réponse sera laconique et sera la suivante. Eh bien, parce que ce type ne suit pas les codes du métier. On est en train de parler d'un journal qui a réécrit l'histoire sur Julian Assange, qui a publié des fake news. Bref. D'autres, ça m'arrive fréquemment quand j'essaye de le tirer sur leur manche. Est-ce que je peux vous parler de Julian Assange? En gros, quand ils daignent vous adresser la parole, ils vont tout de suite vous sortir. Il a fait gagner Hillary Clinton. Apparemment, ça leur suffit pour qu'un journaliste soit torturé et envoyé pour 175 ans aux États-Unis. Et apparemment, eux seraient incapables d'essayer d'influencer sur le résultat d'une élection, quel qu'il soit. Apparemment. Le traitement dans le cours du procès de Julian Assange, je vais commencer à raccourcir. Il durera 2 ans, la procédure d'extradition. Les procédures d'extradition sont suivies par des audiences tous les 28 jours. C'est la règle en Angleterre. Je vous laisse compter combien ça fait. À cause du Covid, la plupart des audiences étaient organisées par vidéoconférence. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les journalistes, les rares qui suivaient l'affaire, qui tentaient de se connecter. Je crois que pas une seule séance vidéo n'a fonctionné correctement. Lorsque les journalistes qui voulaient suivre l'affaire recevaient le lien, ils le recevaient le lendemain de l'audience. Lorsqu'ils le recevaient le jour même, ils le recevaient après l'heure de l'audience. Lorsqu'ils le recevaient le jour même et avant l'audience, le lien envoyé vers une autre salle d'audience où on suivait un autre procès que celui d'Assange. Lorsqu'ils le recevaient à l'heure pour la bonne salle, il n'y avait pas de son. Lorsqu'ils le recevaient à l'heure pour la bonne salle avec le son, il y avait un grésillement. Lorsqu'ils le recevaient pour la bonne salle à la bonne heure et sans grésillement, eh ben ça s'interrompait au bout de 5 minutes. Etc., etc., etc. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les journalistes d'investigation. Cette affaire a fait l'objet d'un sabotage et tout a été fait pour que le public, vous, ne puisse pas suivre cette affaire. Jusqu'à l'expulsion ou l'interdiction d'entrée de la salle d'audience à plus de 50 ONG. Si vous ne le savez pas, Amnesty International a déclaré que c'est la première fois qu'on lui refuse l'entrée d'un tribunal. C'était celui de Julian Assange, le procès à Londres. Aujourd'hui, Julian Assange est défendu par toutes les ONG possibles et imaginables, par tous les syndicats de journalistes possibles et imaginables, et vous n'en saurez rien. Je répète, Julian Assange n'est pas seul, il est accompagné par tout ce que vous pouvez imaginer d'acteurs légitimes sur les questions de presse et de liberté. Par contre, il a été isolé de l'opinion publique. Parmi les autres détails de l'affaire, si je puis dire, lorsqu'il y a eu le Covid, il y a eu la question d'alléger la population carcérale, comme ça se fait assez couramment. Évidemment, les avocats d'Assange se sont tout de suite emparés de l'opportunité pour essayer déjà de le faire sortir d'une prison de haute sécurité, une prison normale, quoi. Encore mieux s'il pouvait être en résidence surveillée, mais bon. La réponse du ministère de la Justice britannique a été la suivante. Il faut que je prenne mon élan parce que je ne veux pas rater mon effet. Julian Assange n'accomplissant actuellement pas de peine, il n'est donc pas éligible pour être libéré. Ça, c'est une journée ordinaire du procès de Julian Assange. Cet aspect kafkaïen, cet aspect complètement absurde, dingue, c'est ce qui émaillera l'affaire de bout en bout. Littéralement de bout en bout. Et tout sera de cet ordre-là. Lorsqu'une campagne féroce finira par lui faire obtenir un ordinateur pour qu'il puisse se défendre, l'ordinateur lui sera remis par les autorités avec les touches collées avec de la colle. Il n'y avait que la souris qui marchait. On en a des exemples comme ça tous les jours,
autant que vous en voulez. Tiens, hier, Reporters sans frontières a voulu rendre visite à Assange. La demande a été faite il y a des mois, l'autorisation a été accordée. Un journaliste, Reporters sans frontières, Rebecca Vincent, qui a fait un excellent travail, et c'est rare que je dise que Reporters sans frontières a fait un excellent travail dans quoi que ce soit, mais ça c'est une autre histoire. Rebecca Vincent, correspondante de RSF à Londres, et Christophe Deloire, le secrétaire général à Paris, se sont présentés à la prison de Belmarsh hier et se sont vus refuser l'entrée de la prison. La justification est tombée quelques heures plus tard. La directrice de la prison n'avait pas compris que c'était les journalistes, dit-elle. Quand on vient de la part d'une organisation qui s'appelle Reporters sans frontières, on se dit que ce n'est pas des plombiers. Mais bon, c'est un exemple de la mesquinerie et de la torture psychologique. On peut aller encore plus loin. Tout le monde, toute la presse nous parle de la juge Vanessa Barretzer qui a jugé cette affaire. Vous savez qu'il n'y a aucune trace sur Internet de Vanessa Barretzer avant le procès Julian Assange? Littéralement, c'est la seule juge du Westminster Magistrate Court dont nous n'avons absolument aucune trace d'elle avant l'affaire Assange. Et on a compris, au bout d'un certain temps, John Pilger, toujours lui, sacré journaliste, qui n'arrêtait pas de répéter dans ses interviews, mais c'est pas une... She's not a judge, she's a magistrate. Ce n'est pas une juge, c'est une magistrate. Moi, dans ma tête, bon, traduction, magistrate, il y a, ah, John, tu es en train de pinailler, là, c'est quoi la différence, juge-magistrat? Au bout d'un certain temps, je me dis, bah, John Pilger, c'est pas un abruti. S'il insiste, c'est qu'il doit bien y avoir une raison. Et voilà-t-il pas que je cherche sur Internet, what is a magistrate? Je ne sais pas vous, s'il y a des anglicistes ici, mais moi, je ne m'attendais pas à la réponse. Et boum, arrive sur Internet, sur le site du ministère de la Justice britannique, un magistrat, c'est un officiel civil assermenté qui n'a pas besoin forcément de connaître du droit, dont il est stipulé que si vous avez envie de devenir une magistrate en Angleterre, il suffit d'avoir quelques heures de disponibles par semaine, d'être capable de tenir une réunion de plusieurs heures, d'écouter les gens et de savoir lire et écrire, et d'être capable de rendre des jugements dans des affaires inférieures à 600 livres sterling et moins de 6 mois de prison. Vanessa Barretzer n'était même pas un juge, la dame qui est. Alors la question se pose, mais qui était la juge alors, puisqu'il faut bien un juge? On creuse, on creuse, on creuse. Merci les journalistes d'investigation. Pas très compliqué, mais encore fallait-il le voir. Lady Arbuthnot. Ah, qui est Lady Arbuthnot? Lady Arbuthnot, son mari et son fils ont travaillé pour les entreprises dénoncées par Wikileaks dans des actions criminelles et de blanchiment d'argent. Quand je vous parle de ballet bien orchestré, de ballet bien organisé, voilà un autre exemple. Lady Arbuthnot ne s'est pas récusée, mais a compris qu'elle pouvait être visée. Elle s'est retirée des projecteurs pour mettre à la place une marionnette, une stagiaire à peine, qui s'appelle Vanessa Barretzer, que toute la presse a gobée pendant qu'elle tirait les ficelles dans les coulisses. Julian Assange n'avait absolument aucune chance. Soyons clairs, il n'avait aucune chance. Il n'est pas devant des juges qui vont le juger. En fait, il vient d'être attrapé par ceux qui l'ont dénoncé. Il est entre les mains des criminels, des escrocs et des vauriens que Wikileaks a dénoncés. Cette affaire est une affaire de vengeance et n'est pas une affaire de justice. Bizarrement, le 4 janvier 2021, Vanessa Barretzer va énoncer un jugement. Entre-temps, les Américains, comme c'est leur droit, vont rajouter 17 chefs d'accusation à la première chef d'accusation. Et c'est là maintenant que les choses commencent à devenir très chaudes. Alors que jusqu'à présent, les Américains n'avaient pratiquement pas bougé, ils sortent une vieille loi, le espionnage de 1917, pour inculper Julian Assange, non pas d'avoir publié des documents, et il faut que les journalistes arrêtent de répéter ça, officiellement, il est accusé d'espionnage. D'ailleurs, ils ne peuvent pas l'accuser de publier des documents, puisque les mêmes documents ont été publiés par le New York Times, Washington Post, Le Monde, Mediapart, Der Spiegel et Le País. Et d'ailleurs, c'était tellement évident qu'il y avait un problème auquel il se heurtait qui s'appelait le problème du New York Times. Comment inculper Wikileaks? Ce n'est pas les journaux américains. Donc ils se sont grattés la tête et un génie quelconque du département de justice a dit on va non pas l'accuser de ce qu'il a publié, mais de la façon qu'il a obtenu les documents. Ah ah, puisqu'il est le seul à les avoir obtenus. Ah ah. Donc, Espionnage Act de 1917. OK. Et toute la presse internationale va avaler ce couleuvre et va dire il est accusé d'espionnage. Mais le problème, et c'est là encore que le rôle de journalisme
est essentielle ici. Je peux vous accuser d'espionnage, mais si dans les chefs d'inculpation, je dis la chose suivante. Monsieur, vous avez espionné en allant voler une pomme sur un étal. Voilà, chef d'inculpation. Vous vous dites, mais quel rapport entre ce que je viens de dire, ce que je viens de décrire comme un acte, et le titre de l'accusation? Eh bien, figurez-vous que nous sommes ici exactement dans ce cas-là, à croire qu'aucun journaliste n'a lu la moindre chef d'inculpation contre Julian Assange. Derrière le titre et sous l'égide de la loi d'espionnage acte, on reproche à Julian Assange, c'est pas moi qui parle, mais les journalistes d'investigation qui ont lu le truc, c'est marrant, mais quand on lit les chefs d'inculpation, on dirait la description d'une de nos journées de travail ordinaires. Autrement dit, la justice britannique, en acceptant l'extradition de Julian Assange, et la justice américaine, en inculpant Julian Assange sur ces bases-là, nous venons d'assister à la criminalisation du journalisme d'investigation. Exemple, chef d'inculpation 4 ou 5, je ne me souviens plus lequel, en vue de commettre espionnage, ça c'est le titre. Qu'est-ce qu'il raconte? Eh bien, le chef d'inculpation américaine qui peut valoir 10 ans de prison à Julian Assange lui reproche la chose suivante. Une conversation que le FBI aurait interceptée entre Bradley Manning, le soldat, et Julian Assange. Et la conversation est celle-ci. Bradley, ça vous a intéressé les documents que je vous ai donnés? Assange, ah ouais, très intéressant. Bradley, est-ce que vous en voulez d'autres? Assange, faut voir. 10 ans de prison. Les Américains disent que c'est de l'incitation. Si c'est de l'incitation, c'est de la participation. Si c'est de la participation, c'est l'équivalent de commettre l'acte, selon l'espionnage de 1917. 10 ans de prison pour cet échange-là. Ça fait dresser les cheveux de la tête de tous les journalistes d'investigation qui vous disent « mais on dirait un échange de dialogue classique entre nous et n'importe quelle source ». Et tout est comme ça. Le témoin principal s'est récusé. Tous les autres chefs d'inculpation ne racontent rien, ne l'accusent de rien, sinon de faire son travail de journaliste. Julian Assange recevra le plus grand nombre de prix journalistiques de tous les journalistes du XXIe siècle. Il en recevra 4 pendant qu'il sera encore en prison. Il sera nominé 9 fois au prix Nobel. Il est défendu par une dizaine de chefs d'État, dont 7 en Amérique latine. Il est soutenu par des centaines de députés à travers l'Europe, 60 en France au dernier comptage, 90 en Grèce, 45 en Allemagne, presque aucun en Grande-Bretagne, là où le bas blesse. Bref, de toute ma carrière de militant, je crois que j'ai jamais vu un homme soutenu par un tel éventail d'ONG et de personnalités. Il recevra même une lettre du pape. Je veux dire, c'est difficile de faire mieux, mais vous en saurez rien de chez rien, de chez rien. Alors le 4 janvier, lorsque le jour du jugement arrive, Vanessa Barretzer va édicter un jugement bizarre. En édictant son jugement, et on suivait ça en direct par des journalistes qui tweetaient ce qui se disait, les rares qui avaient réussi à rentrer dans la salle, elle donne raison aux États-Unis, surtout les chefs d'inculpation. Donner raison aux États-Unis, attention, puisqu'on n'est pas là pour juger de la culpabilité. Ce qu'elle est en train de dire, c'est que les motifs décrits dans les chefs d'inculpation sont suffisamment graves pour valoir l'extradition d'un homme vers les États-Unis. D'accord? Donc oui, Vanessa Barretzer dit qu'avoir un dialogue avec une source qui dit est-ce que vous en voulez d'autres et lui répondre faut voir, oui, on peut être extradé pour ça. C'est un crime. 10 ans de prison, même s'il n'y avait pas les autres chefs d'inculpation. Chacun de ces points, elle l'a approuvé. Mais quand elle arrive à la fin, elle dit à cause de son état de santé et parce qu'il a été diagnostiqué autiste, on ne peut pas l'extrader puisque c'est une des conditions de ne pas extrader quelqu'un vers les États-Unis, c'est pour une condition de santé. Soulignons le paradoxe suivant, son état de santé, l'état de santé dans lequel l'administration pénitentiaire auquel il a été confié, qu'il a torturé. Donc les Britanniques l'ont mis dans un tel sale état qu'il n'est même plus extradable. Et là aussi, ils vont faire un coup magnifique. Les Américains vont faire appel en donnant des garanties, en disant « Ah, mais pas, non, mais on prendra soin de lui. » Les garanties que même Amnesty International dit ne valaient même pas le papier sur lequel ils sont écrits. On connaît l'habitude, les États-Unis ne respectent pas tellement les garanties qu'ils donnent. En appel, il a perdu contre les États-Unis. Maintenant, la défense a fait appel
à son tour, et nous attendons depuis 6 mois que la justice britannique se décide si l'appel est recevable ou non. Je pense qu'il ne va pas tarder à tomber, on doit en avoir au maximum pour encore 1 mois ou 2. L'ordre d'extradition d'Assange étant déjà été signé. Élément de langage. L'affaire, donc, vient de criminaliser le journalisme d'investigation. Ça, c'est clair. Deuxième élément, très grave, l'extraterritorialité de la loi de 1917 que les Américains prétendent appliquer à Julian Assange. Julian Assange n'a jamais été sous une juridiction américaine. De quel droit les Américains viennent chercher un journaliste australien qui vivait à Paris à l'époque en France, dont la société se trouve en Islande et qui travaillait en Angleterre? L'extraterritorialité, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme, moi oui, pour d'autres raisons, c'est en grosso modo, je décide à l'instant T que la loi de chez moi s'applique à vous. Il faut bien comprendre que l'extraterritorialité est une violation frontale du concept même de la loi et de la jurisprudence. C'est parce qu'il n'y a pas d'extraterritorialité que plusieurs femmes ici ne sont pas concernées par les lois sur le voile en Arabie Saoudite. C'est parce qu'il n'y a pas d'extraterritorialité que les lois des États-Unis ne m'autorisent pas à me balader avec une arme à découvert sur les Champs-Élysées, parce que les lois américaines, figurez-vous, au risque de vous surprendre, ne s'appliquent pas en France. Ah, il y a quelques exceptions, bien sûr, les traités, les machins. Et là, on n'est pas en train de parler de traités, on n'est pas en train de parler de machins, on est en train de parler des États-Unis qui sortent de derrière les fagots une loi qu'ils décident, à un instant T, que même si Julian Assange avait pu, et comment pouvait-il savoir qu'il violait la loi de 1917 puisqu'elle n'était pas extraterritoriale au moment où il a... Non, a posteriori, déclaré que la loi de 1917 est extraterritoriale. La chose qui protégeait, comme l'anonymat protégeait les lanceurs d'alerte, ce qui protégeait jusqu'à présent les journalistes d'investigation, c'était les frontières. Lorsque vous faites une enquête à Jakarta, ben vous avez intérêt à le publier en Australie plutôt qu'en Indonésie, soit dit en passant. Et même ça risque de tomber. Donc 2 éléments. À cause de cette extraterritorialité fictive, inventée, d'un seul coup, sortie du chapeau, d'un gars qui n'a jamais été sous une juridiction américaine, je me permets de dire que lorsque la presse emploie le terme d'extradition, je dis ça aussi, c'est un élément de langage. Extradition, c'est renvoyer quelqu'un vers un pays où elle a commis un crime, ou de le renvoyer vers un pays où elle a été condamnée. Julian Assange n'ayant jamais été sous la juridiction américaine, il est inenvisageable dans mon esprit qu'on puisse penser qu'il a violé une loi américaine. Il n'est pas concerné par les lois américaines. Et quand même bien, remarquez le paradoxe suivant, Julian Assange est accusé d'espionnage et on veut l'extrader. Quand on a découvert que la CIA avait espionné sur Macron, est-ce que quelqu'un a demandé l'extradition de Pompeo? Est-ce que ça marche que dans un sens, les extraditions? Est-ce que l'Atlantique est une autoroute à sens unique ou comment ça marche? Comment ça se fait que lui, il peut être accusé d'espionnage et que dans le sens inverse, rien ne se passe? Déjà ça, excusez-moi, mais ça m'énerve. S'il ne s'agit pas d'une extradition, il s'agit quoi alors? Ben moi, je vais vous dire ce que je pense, ce dont il s'agit. Il s'agit d'une forme très élégante, très occidentale, très civilisée, de se livrer à un acte relativement barbare qui est l'équivalent juridique de lui mettre une cagoule sur la tête, de le jeter dans le coffre d'une bagnole et de l'emmener sur un terrain vague. Ils sont en train de le kidnapper sous un vernis juridique, ils sont en train de le torturer dans un cadre pénitentiaire officiel. Ça n'a rien à voir avec de l'extradition et ça n'a rien à voir... Ils sont en train de le punir pour ce qu'il a fait, pour la menace qu'il a représentée, pour le modèle de Wikileaks qu'il a créé. Le père de Julian Assange a eu ces paroles, j'aime beaucoup. Ils sont en train de lui arracher le foie jour après jour pour son œuvre prométhéenne d'avoir fait don du savoir à l'humanité. Le savoir étant l'outil Wikileaks, c'est le droit de savoir. Il y a de ça. Il y a la figure mythique de Julian Assange. Alors, il est de coutume pour conclure, et je vais conclure, en reprenant les termes de beaucoup de gens avec lesquels pourtant je ne suis pas d'accord, parce que je vais quand même me réserver quelque chose à la fin. Il s'agit d'une question de la liberté de la presse, la liberté d'expression, que c'est un exemple qui va être transformé en jurisprudence,
que déjà on ressent les impacts à travers le monde entier, d'ailleurs d'après les journalistes d'investigation. Wikileaks, par exemple, qui fonctionnait jusqu'à présent très régulièrement, a signalé une baisse nette depuis 2-3 ans de toute tentative de soumettre des documents. Qu'il y a aussi, d'une manière générale, une guerre déclarée contre le journalisme d'investigation. Il y a des lois en préparation en Grande-Bretagne qui proposent ou qui menacent de plusieurs années de prison aux journalistes qui traitent les affaires de sécurité nationale. Et comme on sait que ce terme est vague, il y a la même loi qui est en train d'être préparée en Australie. Il y a des lois comme ça qui sont en train d'être préparées, y compris aux États-Unis. Il y a une guerre contre notre droit de savoir. Wikileaks en était le navire amiral de ce droit de savoir. Ils l'ont coulé, pratiquement, pas encore. Et donc l'enjeu est terrible. Le seul bémol que je vais mettre sur cette expression que j'aime pas beaucoup, c'est que depuis des années, j'ai appris à détester l'expression liberté de la presse. Voilà. D'ailleurs, on va faire un petit sondage. Qui est contre la liberté de la presse? Levez la main. On m'avait dit à la Sorbonne, tu verras ton public, etc. C'est pareil, partout. De quoi je veux parler? Il y a des expressions comme ça qui sont tellement tabous qu'on n'ose pas les remettre en cause. Je peux le prendre autrement. Et j'aime bien les expressions tabous, j'ai plus qu'une envie, c'est de les décortiquer et voir ce qu'il y a dans les entrailles. Liberté de la presse, vous parlez de quoi? La presse jusqu'à présent a été complètement libre de nous désinformer sur l'affaire Assange. Est-ce que TF1 se plaint de sa liberté? Est-ce que BFM TV a des plaintes à formuler, LCI? Est-ce que le New York Times s'est plaint de sa liberté de nous mentir sur les armes de destruction massive, les couveuses? Et je ne parle même pas de l'actualité plus récente et plus brûlante. Le problème avec cette expression, c'est que j'entends même Bolloré l'utiliser. Et je me dis, quand j'utilise la même expression que Bolloré, je me dis, il y a anguille sous roche, il y a un problème. En fait, le problème, il est facile à détecter, c'est que quand Bolloré parle de liberté de la presse, et quand vous en parlez, vous ne parlez pas de la même presse, et certainement pas de la même liberté. Sa presse à lui, c'est la sienne, sa liberté à lui, c'est foutez-moi la paix. Bien entendu, nous, on pense presque le contraire. Alors, il y a un problème à utiliser une expression à double tranchant. Moi, je le récuse maintenant parce que j'aime pas. J'aime pas qu'on dise qu'on est en train de se battre pour la liberté de la presse, alors que c'est la liberté de cette presse-là qui, actuellement, a fait que Julian Assange est en prison, parce qu'ils ont pris la liberté de mentir, ils ont pris la liberté de l'enfoncer la gueule, ils ont pris la liberté de ne pas nous parler de cette affaire. Personne ne s'est plaint qu'on lui a forcé la main jusqu'à présent. Donc la presse en toute liberté, eh ben, je vais vous dire, c'est une catastrophe. Alors Victor, de quoi? Eh ben, c'est assez simple en fait. Imaginez la presse comme une industrie, parce que c'est une industrie à 90%. Imaginez qu'elle vend un produit qui s'appelle l'information. C'est ce qu'elle fait. Elle vend de l'information. Alors, à titre de parallèle, est-ce que vous seriez pour la liberté de l'industrie agroalimentaire? Est-ce que vous seriez pour la liberté de l'industrie pharmaceutique de faire ce qu'elle veut, comme elle veut, quand elle veut? Ces industries-là sont limitées par les produits qu'ils vendent ont un contrôle qualité, des dates de péremption, une étiquette pour indiquer les compositions. Et ils sont en train d'agir dans le cadre théorique de notre, par exemple, droit à la santé. Il existe un droit, le droit à la santé, et une industrie pharmaceutique ne peut pas agir librement qu'à l'intérieur du cadre de notre droit à la santé, pas à l'extérieur et surtout pas contre. La liberté de la presse, prenons le même exemple, et établissons l'idée idiote peut-être, qu'il existe un droit de savoir, qu'il existe un droit à l'information. Je dis que, imaginons, en fait, c'est inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, et je vais insister dessus. Et voyez les choses comme ça. Il existe un cadre. Ce cadre représente un droit humain. C'est celui de savoir, c'est celui d'être bien informé. Il en va de la démocratie. Et dans ce cadre de notre droit de savoir, la liberté de la presse devrait être totale. À l'extérieur de ce cadre ou contre ce cadre, je ne lui reconnais à titre personnel absolument aucune liberté. Je déclare que la liberté de la presse s'arrête exactement là où commence mon droit à être correctement informé. Je ne me contente pas, je ne me fais pas à l'idée qu'il y a une presse, des professionnels qui prétendent nous mentir quand ça leur plaît, influencer quand ça leur plaît, et s'en sortir sans aucune punition, alors que le mec qui nous a apporté la vérité est en train de croupir dans une bagne et risque 175 ans de prison. Non,
Sans moi, merci. En guise de conclusion, je vais vous proposer une autre hypothèse, une autre vision de l'affaire Assange. Beaucoup plus sombre, beaucoup plus pessimiste. Cette histoire, puisque c'est une histoire que je vais vous raconter, c'est la dernière, va commencer au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. À la Seconde Guerre mondiale, ou à la sortie, un tribunal a été constitué pour punir, juger les vaincus, le tribunal de Nuremberg. Je dis bien juger les vaincus et non pas statuer sur les crimes de guerre. La nuance étant que des crimes de guerre ont été commis des deux côtés et que le tribunal de Nuremberg ne s'est pas intéressé aux bombes atomiques sur Nagasaki, sur Hiroshima, le bombardement de Dresde et probablement le bombardement incendiaire de Tokyo pendant qu'on y est. Peu importe. Le tribunal de Nuremberg va énoncer des principes et ces principes vont servir peu ou prou comme fil, si vous voulez, qui servira à tisser le droit international. Il y a des choses qui ont été dites au tribunal de Nuremberg qui sont censées piloter les relations internationales modernes. On va en prendre quelques-uns, on les appelle des principes de Nuremberg, qui vont nous intéresser ici. Le premier principe de Nuremberg, probablement celui qui est le plus connu, c'est ce qu'on appelle le crime contre la paix. En gros, et de façon plus française, c'est le crime d'avoir déclenché une guerre non provoquée. Le tribunal de Nuremberg a dit, mais déclencher une guerre sans provocation, sans raison, c'est le crime absolu, le crime des crimes, le crime qui englobe tous les autres crimes. Le crime pour lequel vous êtes coupable de tous les crimes qui se produiront dans sa foulée. C'est quelque chose d'assez nouveau, hein. Rappelez-vous le bon vieux temps où les empires un roi pouvait déclarer la guerre au royaume d'à côté juste parce qu'il voulait se marier avec la princesse, la ramener à la maison ou pas, et puis quand la guerre se terminait, ben on soignait ses blessures et on passait à autre chose jusqu'à la prochaine guerre. Le tribunal de Nuremberg vous dit non, 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 non. Ça c'est illégal maintenant et c'est reconnu du point de vue international, vous n'avez plus le droit, si je puis dire. Ça paraît absurde aujourd'hui, mais quand même, il faut un moment. Donc, déclencher une guerre illégale, le crime contre la paix et le crime des crimes. Deuxième principe de Nuremberg, qui va nous intéresser ici. L'argument « je ne faisais qu'obéir aux ordres » n'est plus recevable. Nuremberg dira « vous avez non seulement le droit de refuser des ordres criminels, mais le devoir. » Voilà. À partir de maintenant, je ne faisais qu'obéir aux ordres, c'est plus une excuse. OK. Troisième principe de Nuremberg, et ça personne ne le connaît, c'est pas vraiment un principe d'ailleurs, mais je l'ai trouvé sur le site nuremberg.net, ça m'a tellement plu, et c'est tellement à propos. Savez-vous que le tribunal de Nuremberg a jugé et condamné à mort et exécuté un journaliste allemand, rédacteur en chef, qui n'avait pas de sang sur les mains, si je puis dire, mais qui était quand même coupable de propagande pro-guerre, de propagande pro le crime absolu. Le tribunal de Nuremberg a dit qu'il était suffisamment coupable pour être condamné à mort et exécuté. Chomsky disait que si les principes de Nuremberg étaient appliqués, tous les présidents depuis la Seconde Guerre mondiale seraient pendus. J'ai envie de dire que si les principes de Nuremberg étaient appliqués, je connais pas mal de rédacteurs en chef depuis la Seconde Guerre mondiale qui aussi seraient en très mauvaise posture. Pourquoi je vous parle de ça? Je vous invite à comparer ces trois principes de Nuremberg, ces éléments qui ont forgé, si je puis dire, le droit international depuis la Seconde Guerre mondiale, et comparons-le au procès Assange. Le crime des crimes, c'est de déclencher une guerre non provoquée. Ben, maintenant, on est passé au... Ceux qui ont provoqué, déclenché des guerres non provoquées, sont devenus les accusateurs. De « je ne faisais qu'obéir aux ordres », on est passé à tous les crimes révélés par Wikileaks, aucun des auteurs n'a été poursuivi. Certains ont même été promus, y compris par Obama. Pour quelle raison? Service rendu à l'Amérique. Ce qui est une autre façon de dire, ils ont obéi aux ordres. Et enfin, le troisième principe,
un journaliste condamné à mort pour avoir fait de la propagande pro-guerre, on assiste à la lente mise à mort du journaliste le plus conséquent, le plus efficace et le plus déterminé, pacifiste et anti-guerre du XXIe siècle. Je vois, moi, dans le procès Assange, une sorte d'anti-Nuremberg, la revanche de Nuremberg, point de départ ou point final, j'en sais trop rien, élément révélateur, déterminant, l'air du temps, prenez ça comme vous voulez, mais pour moi, c'est aussi terrible que ça. C'est vraiment un changement de paradigme qui est en train de se produire et Julian Assange a été pris là-dedans. Et avec le contexte politique habituel, actuel, on ne s'en étonnera pas réellement. Alors, j'ai dit ce que j'ai pu dire dans le temps qui m'était... Ah, pas trop mal. Il m'avait dit de faire court, j'ai fait court. Pas tout à fait. Ah. C'est important, très important. Tu m'avais dit 7h30. Non, 6h30, pardon. Bon, conclusion de la conclusion, cette fois-ci finie. Moi, je vous invite simplement maintenant, après tout ce que je vous ai dit, d'abord de vous... Si l'affaire vous intéresse, ça se lit comme un roman policier. C'est vraiment une histoire aux ramifications extraordinaires. Ça, c'est le livre édité par les Mutins de Pangée, qui est une sélection d'articles. Donc, pour avoir un tableau de la situation, c'est peut-être ce livre-là qui est celui pour vous initier à des articles sélectionnés sur Internet, des meilleurs articles qu'on a trouvés à l'époque de journalistes du monde entier qui s'intéressent à cette affaire. Ça, c'est l'enquête menée de bout en bout sur toutes les violations par Nils Melzer. Et enfin, parce qu'il a été bâillonné depuis 4 ans et qu'on a voulu lui rendre la parole, parce qu'on ne sait pas réellement qui il est maintenant, j'espère que je vous ai donné un petit aperçu, le livre de Karen Sharp, Julian Assange parle. Ce n'est pas vraiment un livre de citations, c'est plus que des citations, c'est des extraits de discours, d'articles qu'il a écrits pour donner une idée. Et je vous assure qu'il y a à apprendre dans toutes les pages. C'est un gars brillant, brillantissime, une réflexion. Donc voilà, je vous propose d'imaginer un monde avec Julian Assange et Wikileaks, d'imaginer un monde sans Julian Assange et Wikileaks, de choisir celui que vous préférez et d'agir en conséquence. Merci.